je suis ravi et honoré d'avoir été convié à l'animation d'une table ronde aussi ambitieuse par son thème que prestigieuse par la qualité de ceux qui la composent. Et je me demande même si mes amis de l'IGPDE n'ont pas abusé, Monsieur Fournel, du droit à l'erreur en me choisissant, puisque on a choisi un candide, et même pire qu'un candide, un communicant. C'est-à-dire quelqu'un qui pose des questions pseudo-pertinentes. Bon. Et qui donc peuvent être à demi stupides. Mais alors le bon côté des choses, c'est qu'elles feront apparaître vos réponses encore plus intelligentes. Donc, comme vous le savez, cette table ronde entend questionner l'organisation territoriale des ministères de l'économie et des finances, évidemment avec ce prisme de la comparaison internationale qui est le propre de ces conférences. Effectivement, le choix s'est porté sur la politique fiscale, parce que c'est vraiment un moyen passionnant de faire cette comparaison. L'organisation de la politique fiscale apparaît comme une des compétences du ministère de l'économie et des finances, dont l'organisation est très différente en fonction des pays. Elle fait intervenir des acteurs aussi divers que les services centraux, les services déconcentrés en région, tous les échelons jusqu'aux collectivités locales, et puis évidemment, au bout de chaîne, le plus important, le contribuable, qu'il s'agisse de multinationales, de PME, de particuliers, on verra ça dans le détail. Cette gouvernance de politique fiscale se joue donc à tous ces échelons, et c'est bien dans leur articulation, dans la distribution des tâches, que se mesure une partie importante de la performance. Donc, on va passer allègrement, et je l'espère de manière captivante pour tout le monde, du local au global. On reviendra au local au long de cette petite heure qu'on passe ensemble pour voir comment on agence une politique fiscale sur un territoire. Je crois que nous avons... Alors, est-ce que nous avons en ligne, je ne sais pas, Madame Nathalie Benke? Oui. Oui, je suis là. Bonjour. 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 Vous êtes professeur de sciences administratives et de politique publique à l'Institute of Politics Science de l'Université de Darmstadt. Vos travaux de recherche se situent à la croisée des sciences administratives, de l'analyse comparative des structures gouvernementales fédérales et de la gouvernance multiniveau. Vous étudiez notamment les processus quotidiens de négociation et de coordination entre les différents acteurs fédéraux, les réformes fiscales en Allemagne et les dynamiques des réformes constitutionnelles dans les pays fédéraux, plus généralement. Vous êtes co-auteur de plusieurs ouvrages qui ont été très remarqués, Configurations, Dynamics and Mechanism of Multilevel Governance, ou 10 Years of Federalism, Reform in Germany, Dynamics and Effects of Institutional Development. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous apporter votre expertise. Rolf Meulenbrock, vous êtes depuis 2018 directeur général de la fiscalité et des taxes directes au ministère des Finances allemand. Après un passé au sein de l'université de Göttingen, vous êtes devenu chef de service au sein de l'administration fiscale de Basse-Saxe à la fin des années 90. Puis vous avez rejoint le ministère fédéral des Finances où vous avez occupé plusieurs postes de direction jusqu'à devenir directeur général en charge de la fiscalité. Donc, merci beaucoup d'être présent à distance pour nous apporter votre regard sur l'organisation fiscale allemande. Georg Milbrat, vous êtes un ancien homme politique et un expert en finances publiques et fédéralisme fiscal. Professeur adjoint de finances publiques à l'université de Münster, vous avez entamé parallèlement une carrière politique en tant que directeur financier de la ville de Münster, donc collectivité locale important, de 83 à 90. Puis vous êtes devenu ensuite ministre des Finances du Land de Saxe, avant de devenir le Premier ministre de ce Land. Depuis votre retraite de la vie politique, vous êtes revenu à vos premières amours en occupant un poste de professeur de finances publiques à la faculté d'économie de l'université de Dresde. Depuis 2013, vous êtes également président du conseil d'administration du Forum des fédérations, une organisation internationale d'expertise qui compare les pratiques de gouvernance fédérale et décentralisée. Et depuis
Depuis 7 ans, vous êtes vice-président du Conseil consultatif indépendant du Stabilitätsrat allemand, qui surveille la conformité des budgets publics avec la dette allemande. Donc merci d'avoir accepté cette invitation à cette table ronde. Et puis enfin, Jérôme Fournel, depuis 2019, directeur général des finances publiques du ministère de l'économie, des finances et de la relance en France, diplômé d'HEC et de l'ENA. Vous avez débuté votre carrière professionnelle au sein de la direction du budget, en tant qu'adjoint au chef du bureau budget civil et de la recherche et du développement, puis du bureau transport. Vous avez été détaché au FMI, l'international, au sein du département des finances publiques. Puis vous êtes devenu conseiller des affaires financières et réformes au sein du cabinet du ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. Vous avez rejoint le cabinet du Premier ministre comme conseiller budgétaire, et puis chef du pôle économique, avant de revenir à Bercy, qu'on n'abandonne jamais tout à fait, en tant que directeur général des douanes et des droits indirects. Et puis vous avez rejoint l'inspection générale des finances, puis prenant la présidence du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'était l'international noir. Et puis, vous êtes nommé directeur du cabinet du ministre de l'Action et des Comptes publics de 2017 à 2019. C'est notamment là le droit à l'erreur dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a eu bien sûr beaucoup d'autres choses. Avant de prendre vos fonctions actuelles. Donc, merci de nous faire l'honneur de cette présence à cette table ronde. Donc, je rappelle que certains intervenants discutent en anglais, d'autres en français. Donc, on n'hésite pas à se munir du casque. On appuie une fois pour le français et 2 fois pour l'anglais. C'est comme pour la télé-réalité chez vous. Voilà. Et puis, ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui et qui nous suivent à distance, vous pouvez suivre la conférence en cliquant sur la langue de votre choix, en bas de votre page Zoom. Et puis vous pouvez poser bien sûr vos questions aux conférenciers. On prendra quelques questions, comme pour la table ronde précédente en fin de conférence, fin de chaque partie de la conférence. Voilà. Pour les spectateurs à distance, vous pouvez aussi poser vos questions via le chat sur votre conférence Zoom. Et vos questions seront modérées et sélectionnées, mais on n'est pas vraiment spécialiste de la censure ici, donc je pense qu'il n'y aura pas lieu de jouer beaucoup de la modération. Donc, la parole est peut-être d'abord, n'est-ce pas, à monsieur à ma droite. Merci bien pour l'invitation, but I want to speak in English. We are talking now about a different model of organization which are in place in federal countries. To say it very provocative, we believe in diversity and we believe in competition. And therefore, equality is not our number one goal. And therefore, federal countries have a different organization from unitary states. In most federations, when they were created, autonomous or sovereign states only transferred part of their powers to the new level, which was called federation, and still had the rest of the competences. So there are still partly autonomous states. They have their own governments, their own parliament, and they have their own courts and even their own constitution. Therefore, autonomy was not granted by the center, and therefore it cannot be revoked unilaterally. So you can only change this division of power by an agreement between the federation and the states or the majority of the states. That is totally different to France, where the power is concentrated at the center. Conflicts of competences within the system
are decided by independent courts or by constitutional courts. The federal model has many aspects in different countries, and so I concentrate on the main issues. A lot of countries, like the US or Canada, have a strictly separated model where the federal level and the state level, state for me are now a member of a federation, not the normal French meaning of state. So there well, sorry, so the conflict of competences, and the states have their own autonomy, and as I said, on one hand side is separation of the levels, like in the US. In other federations, for instance, in Germany, you have more cooperation between the levels of government, because division of power is a little bit different to those in this first cases. So separation on the one hand side, cooperation on the other side. But coming to our issues, taxes or budgets, normally every level of government has its own taxes and has the possibility to raise taxes, and in most cases to make tax laws, and in the consequences we have different tax rates or even tax bases and some sort of competition, tax competition, like in Switzerland. So they have the same problems which you know from the international problems in your internal situation as well. So taxes are the main revenues to finance the budget. In federations, the states have budget power. They are independent of the center in the decision on their budget, and that means in their policy. Sometimes there are some restrictions in the constitution concerning some macroeconomic stabilization, coherence, or, for instance, in the case of the European countries, to respect international treaties. But more or less they can do what the political majority in the parliament wants to do, and therefore, if the government, the central government, wants to influence them, there must be some sort of cooperation. One element is that the central government is co-financing some actions of the states, or that there are given grants under conditions. The states are still free to accept it or not, but there is some sort of, I would say, golden handcuff. You are, if you see the money, you don't look at that you're losing autonomy. You try to get the money, and therefore the federal government can influence you. Sometimes this possibility of the central government is restricted by the constitution. When you have the budget power, you are free to borrow money on the markets, and normally no mutual liability exists, and even in some cases a subnational unit can go bankrupt, like in the United States or in Switzerland. So that is the description of the other organization of power called federal. As I say, we are different because of history, but I think because of different mindset
and experiences. Oui, je crois qu'effectivement, nous sommes Well, très... so it does not mean that we have a better model. We have another model, which is more or less adapted to our preferences, but in other countries they have other political objectives, and therefore the consequences for the organization is different. Alors peut-être pour effectivement mieux montrer à grands traits ces différences, Monsieur Fournel, comment réagissez-vous à cet exposé qui montre effectivement que non, on est voisins mais vraiment différents? Oui, on est voisins et différents. Néanmoins, je voudrais pas que mon éminent voisin pense que la France est dans une situation où il n'y a pas de diversité, pas de variété, parce qu'en réalité, avec nos 35 600 communes, 1253 établissements publics de coopération intercommunale, nos métropoles, nos 101 départements, etc. On le fait pas de la même façon que vous, mais à vrai dire, on a une variété de situations et une richesse également dans une organisation qui est certes construite différemment, effectivement, un peu par le haut, mais qui bénéficie aujourd'hui, y compris de protection également constitutionnelle. Et aujourd'hui, un gouvernement aussi jacobin serait-il, ne pourrait en tout état de cause pas enlever la totalité d'une ressource fiscale à une collectivité, ou en tout cas, il doit prendre des mesures qui font qu'il remet de la ressource fiscale, même si c'est sous une autre forme, à la collectivité, parce qu'elle est protégée constitutionnellement dans son autonomie financière. De même, le moindre transfert de compétences entre l'État et les collectivités emporte des règles, y compris d'évaluation, avec des commissions qui vont se prononcer sur la réalité de la compensation que l'on fait. Tout ça pour, d'une certaine manière, protéger les collectivités et protéger leur autonomie financière et leur capacité d'action. Et au fond, en France, je crois qu'aujourd'hui, et le gouvernement actuel le dit haut et fort, il y a une vraie volonté de faire que la multitude de collectivités soient des acteurs du développement économique et du développement tout court des territoires, et qu'on ait quelque chose qui soit plus riche que l'État jacobin, certes historique, mais qui est d'une certaine manière tiraillé par cette question territoriale. Ce qui est vrai, c'est qu'on retrouve en revanche une forme d'unité dans le modèle, y compris d'organisation de la Direction générale des finances publiques, alors qui couvre bien plus que les sujets taxes, puisqu'on est à la fois sur les sujets de gestion des dépenses publiques de l'État et des collectivités, la fiscalité, le recouvrement de la fiscalité de l'État et des collectivités, et que du coup, il y a un modèle qui, là aussi un peu historique, qui a fait qu'au fond, plutôt que d'avoir chacun ou chaque collectivité, en plus comme on en a beaucoup, ça aurait été très compliqué, mais son propre réseau, d'une certaine manière, on a un réseau qui est au fond un bien, je vais parler comme les économistes, je veux dire c'est une fonction, un bien essentiel pour l'ensemble de la collectivité et qui irrigue tant les collectivités que l'État, que des établissements publics. Et au fond, on sert de veine et d'artère financière pulsante et refoulante dans les deux sens à l'ensemble des collectivités publiques. Et bien sûr, ça a des conséquences pour nous, parce qu'en réalité, on est à la fois sous l'autorité de l'État central, et naturellement, je suis sous l'autorité du ministre du gouvernement, et en même temps, eh bien, dans l'action de tous les jours, je dois aussi des comptes, d'une certaine manière, aux collectivités sur la manière dont j'ai administré les taxes qu'elles vont recevoir, sur la manière dont un certain nombre de dépenses se font et qu'elles puissent les faire correctement. D'ailleurs, pendant la crise, on a vu l'importance qu'il y avait pour nous à être en conseil et en appui aux collectivités, et elles ont apprécié ça. Donc, un vrai sujet, je dirais, d'articulation qui fait que on est, au fond, dans un modèle un peu mixte, et plus mixte qu'il n'était il y a probablement quelques années en France, mais il a tendance à se déformer sur ce rôle-là, ce qui n'empêche pas d'avoir un mix aujourd'hui dans les ressources des collectivités entre des taxes et des dotations, effectivement, et d'avoir un pouvoir de taux des collectivités qui dépend beaucoup du niveau de collectivité. Le pouvoir de taux stricto sensu, ou le pouvoir d'instaurer, alors pour le coup, une nouvelle taxe, ça, c'est plus rare aujourd'hui dans le contexte actuel, mais le pouvoir de taux ou le pouvoir de débaser ou de faire un abattement existe, mais pas équivalent, surtout, il est très faible aujourd'hui pour les régions,
il reste, malgré la suppression en cours de la taxe d'habitation, il reste des choses, notamment pour les collectivités, sur la taxe foncière. Et ça fait partie, naturellement, du jeu un peu complexe qu'on joue avec les collectivités, y compris, parce qu'on a un peu les mêmes réflexes, c'est d'essayer de trouver les moments où on peut faire converger les intérêts financiers des différents acteurs et les faire aller dans le même sens, que ce soit en vue de pacte budgétaire, si je puis dire. On a, au cours des dernières années, joué des logiques un peu contractuelles sous cet angle-là, ou que ce soit d'ailleurs dans des politiques de relance, en ayant des volets de relance ou des volets d'aide d'urgence qui soient portés par les collectivités en appui à ceux de l'État. Donc voilà. Mais un jeu qui est extrêmement riche et parfois un peu concurrentiel aussi en France. Merci de cette présentation. Je vais me tourner à nouveau vers nos amis allemands par écran interposé, non pas pour contredire M. Bouffournel, mais face à ces deux visions qui sont contrastées, mais finalement pas si opposées. Je suis le seul Français parmi les trois. Je ne sais pas, on va donner la parole peut-être à vous, Nathalie Benke. Comment vous observez cela? À la fois, bon, vous êtes allemand des spécialistes des administrations fédérales, mais comment vous jugez cette confrontation? Bon, merci beaucoup. Je ne vais pas parler en français, mais je vais changer en anglais parce que c'est plus facile pour moi. I think this is perhaps a strict confrontation between Germany as a very typical federal state, and at least the image that we have about France as a centrally organized state. But in any case, I think if you think about accomplishing public tasks, about getting public policy made, you will always have to have institutions cooperate and coordinate their actions. This is the same in a centrally organized state and also in a federal state. And being a federal state, Germany stands out in a way in the group of federal states because it is typically regarded as being highly cooperative and coordinative. So even if I fully agree with Georg Milbrat that federalism emphasizes diversity and in a certain way also competition, Germany is perhaps the least diverse and least competitive federal state in the world because in our constitution we have this normative goal of securing equivalent living conditions across the territory. And this is a very, very strong normative foundation which leads to a strong cooperation and coordination between the different governments, between the 17 governments that we do have. And so we can, in a way, we can distinguish between tasks that are in a way locally bounded and are executed or accomplished by regional governments autonomously. So there is not much need for coordination. One example would be the implementation of municipal fiscal equalization schemes. So we have 16 different local or municipal fiscal equalization schemes, and they are exclusively administered and implemented by the regional finance ministries. So there is not much coordination necessary. But if we talk about other tasks which produce external effects or are more interdependent in nature, then of course we do need coordination. And then we have several aspects or several tasks where we can also observe a kind of hierarchical or vertical coordination, which means that the Federal Ministry of Finance takes on a leading role. One example would be the digitalization of tax collection. I think this is something that Rolf Mölnbock will talk about later. So there we can observe that the federal government really takes on a harmonizing role, and the regional ministries of finance in a way adapt to the provisions that are given. But what is more typical of German federalism is what we call horizontal coordination, so that the senior civil servants and politicians in the finance ministries coordinate
themselves in a horizontal arena. And the two most important arenas that we do have for coordination are the Bundesrat committees, so committees preparing the plenary sessions of our second chamber. And we also do have intergovernmental councils, for example, the Council of Finance Ministers. And those two fora or arenas, the Bundesrat committees and the intergovernmental councils, are the place where coordination among politicians and senior civil servants takes place, where harmonization takes place, where governments of the different regions interact and also coordinate their policy making, and also, which is interesting, where they coordinate their positions with regard to the federal government, so that they can take a stronger position, for example, in negotiations and agenda setting matters regarding the federal government. So my point is, I think if we look in the mechanics of coordination, probably the difference between a federal state like Germany and a carefully decentralizing or regionalizing state like France is in practice not as big as it may appear from the first glance. Très bien. Merci. Alors peut-être une question à Monsieur Mollenbrock. La différence quand même entre une administration unitaire qui contrôle fortement ce qui se passe, parce qu'il y a quand même bien sûr une déconcentration, mais il n'y a pas une décentralisation aussi poussée, et le système fédéral, c'est que nous, on peut s'interroger en candide ou en semi-candide, en demandant mais comment le contrôle, parce qu'il faut quand même appeler un chat à un moment donné, comment le contrôle peut-il s'exercer efficacement en Allemagne avec cette très très grande autonomie et cette très grande décentralisation, Monsieur Mollenbrock? Yes, I did. Okay. Thank you. Nous vous écoutons, merci. Sorry for the complications. It's a little bit difficult to bring all these technical stuff together. Thank you. In assigning public responsibilities, Germany distinguishes between legislation, administration, and taxation. We already saw it in principle. In practice, the Federation has legislation power over taxation, that's right. And in principle, the Constitution gives the Länder legislation powers. However, the Federation has the power to adopt the legislation in many areas and can thus supersede the legislative powers of the Länder, which it had largely done when it comes to taxes. The Länder exercise legislative powers primarily in areas of culture, radio, education, police, local authorities, and administrative organization. However, the administrative powers of the laws, including federal law, largely lies with the Länder, which also have to bear the associated administrative costs. For this, the Länder are involved in the Federation's legislative and administrative decisions through the Bundesrat, which is our second chamber. This prevents undue burdens and transfers of responsibilities at the expense of the Länder. The Bundesrat is not a Senate consisting of elected representatives from the Länder. It's rather a body made up of members of the Länder governments. Many laws that significantly affect the interests and budgets of the Länder require the consent of the Bundesrat. This has produced a system of mutual connections that requires close, trusting cooperation between the Federation and the Länder. A current example is our IT system for tax analysis that is supported by artificial intelligence and aims to facilitate policy advice on the basis of empirical data. And as all projects of the German tax administration have a beautiful acronym
This one is called KISS. Very nice. The KISS project was launched in April 2021. One of its key components is an IT innovation project which will run until 2022. The aim is to enable more efficient regulatory impact assessments as a tool of policy advice. Preparing statistical data in Germany's federal system is a very time-consuming issue with 16 statistical offices at the Landes level. As part of the KISS project, tax enforcement data is transferred straight from the operational structure in the Länder to the federation and proceeded there without being diverted via the Länder statistical offices, as it was previously. Pardonnez-moi, Monsieur Bollenbrock, je vais peut-être vous interrompre pour que nous respections effectivement peut-être le temps de ces échanges, puisqu'il y a quand même de nombreuses questions qui viennent, et notamment celle de l'assistance. En fait, là, on a eu quelque chose qui est d'une description, une photographie de l'existant, mais ça bouge beaucoup, ça bouge de plus en plus. Et une des questions qui se posent, c'est est-ce que les services centraux doivent se recentrer plus vite sur les missions stratégiques. Et là, je vais tout de suite poser la question à Monsieur Fournel, s'il le veut bien, s'il a une réponse, je pense, courte, synthétique et forte à nous donner. Deux choses sur l'équilibre services centraux, services déconcentrés. Comme je le disais, les services déconcentrés, ils irriguent l'ensemble du territoire, collectivités territoriales comme État. Un de nos soucis et une de nos difficultés, c'est que avec des gains de productivité à peu près constants dans l'administration fiscale, la tendance était à retirer des services du territoire, à concentrer ces services-là, mais naturellement avec des effets en termes de qualité de service. Donc un premier mouvement a consisté, qui a été engagé en 2019, qui s'est largement engagé malgré la crise en 2020 et se poursuit en 2021, qui est au fond de protéger des fonctions spécifiques de ces services-là, mais sous forme de fonctions dédiées. Un conseil aux décideurs locaux, je le mets en place, il y en a plus de 400 maintenant qui sont installés, il y en aura 1100 l'année prochaine, pour aider les collectivités et être leur conseil dédié sur toutes les questions financières, fiscales, de gestion publique qui peuvent se poser. De même, je veux protéger une relation à l'usager qui soit de qualité et qui reste en partie physique. On est multicanal, c'est ce qu'on cherche à avoir à la fois naturellement des canaux dématérialisés, mais aussi du canal physique et du face-à-face avec des interlocuteurs. Et du coup, dans le cadre d'ailleurs d'une politique qui est pas seulement pour la fiscalité et la DGFiP, mais pour l'ensemble des services publics, assurer des France Service, qu'on appelle les espaces France Service, sur le territoire, un peu polyvalents, qui permettent d'avoir ce contact physique indépendamment des autres canaux. Et donc là aussi, je déduis d'efforts spécifiques. Et puis le reste, j'ai plutôt tendance à le massifier. Mais ça veut dire quand même qu'on assume en France. J'ai fait intervenir il y a quelques mois mon homologue finlandais. C'était pas toi, Rolf, c'était mon homologue finlandais qui me disait en Finlande, pour le coup, ils sont dans une logique où ils restreignent énormément et où ils vont garder 50 sites sur l'ensemble du territoire, là où nous, en réalité, j'augmente le nombre de communes dans lesquelles je suis présent. Et j'ai plus de 3000 sites sur le territoire. Et demain, en fait, j'ai encore plus de sites, même si c'est des présences en service et pas en bâtiments publics lourds. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième, qui est très lié à, pour le coup, un sujet typiquement français, si je puis dire, qui est l'aménagement du territoire, et le sujet du risque qu'en retirant des effectifs, même si je laisse des services, au fond, c'est des familles qui partent. Voilà. Et il y a un sujet pour l'animation et l'irrigation des territoires, d'aménagement du territoire. Et là, on a décidé, et c'est un mouvement qui impacte des fonctions, y compris d'administration centrale, et qui est en train de se poursuivre, même si la DGFiP a été un peu pionnière sur ce sujet-là. Le ministre de l'Intérieur a annoncé récemment qu'il allait faire la même chose à son ministère, c'est de réimplanter sur les territoires des services qui ne desservent pas forcément le territoire dans lequel ils sont assis,
mais qui en réalité traduisent une autre façon de fonctionner sur des fonctions centrales. C'est-à-dire que j'ai un métier, y compris avec, je sais pas moi, du conseil de haut niveau, je fais des petites brigades qui s'implantent, qui fonctionnent en réseau et qui vont servir d'appui à d'autres services plus terrain. Et on a fait un appel à candidature des villes françaises. Il y a 70 villes qui ont été retenues dans cet appel. J'ai eu plus de 400 candidatures. Et on remet des services. On est en train de les réimplanter sur le territoire. Et croyez-moi, je suis allé visiter la semaine passée à Tournon l'installation d'un service d'appui à la publicité foncière. Le maire de Tournon était effectivement ravi que je remette des effectifs chez lui. On n'est pas du tout dans le tout externalisé. Non. On est dans la reconquête. Dans la reconquête et dans la réorganisation. Mais ça a des incidences, y compris sur les administrations centrales. Parce qu'en réalité, les administrations centrales, y compris dans des logiques où il y a quand même beaucoup de dématérialisation, de grands projets qui irriguent à la fois la fiscalité, mais aussi les entreprises, les écosystèmes, eh bien, il faut des pilotes. Il faut des pilotes pour standardiser les procédures, numériser, piloter des grands projets numériques. Et ça, d'une certaine manière, c'est des fonctions qui ne sont pas totalement toujours répartissables, même si aujourd'hui, une partie des développements informatiques de la maison, ils sont faits dans des établissements qui sont sur le territoire, mes établissements des systèmes d'information, mes directions interrégionales des systèmes d'information, et pas forcément dans mes services centraux de la DGFiP. Donc oui, il y a un glissement assez fort. Merci pour cette réponse synthétique. Peut-être un petit mot de conclusion sur cette question. Nathalie Benke, vous avez dû observer, écouter ces interventions avec attention. Alors, oui. On ne va pas vraiment vers l'externalisation, forcément, tel que ça a été indiqué, en tout cas chez nous, ici à Paris. Et en Allemagne, comment ça se passe? I think we have a kind of reverse discourse currently in Germany, and this is in great part due to the pandemic. We had 1.5 years long now a harsh criticism of German federalism because many people argued, public media, politicians, that in particular in fighting a crisis, the federal organization that we are having is not sufficiently efficient. So I heard in the panel before the same discourse that there is a tendency to re-centralize powers towards the center. I am personally and inspired from my research, I'm earnestly convinced that this is the wrong tendency. And that also in fighting the crisis, we fared pretty well in Germany with our decentralized organization of services. Just to give you one example, we had, how do I translate this? The federal government has reacted rather quickly, and we began to give out money to independent small businesses in order to compensate for the loss of income that they had during the first lockdown. And those transfer payments, they were administered by the regional governments, and the regional governments again passed on the task of paying out the money to their subordinated institutions. And it took a couple of weeks until the processes of receiving applications and paying out those transfer payments was working pretty well. So that I would say within a time of 6 to 8 weeks, people really received their money and could go on living. And for reasons that I have not yet really understood, during the second lockdown in November, this task of paying out those transfers was centralized, was handed over from the regional governments to the federal government, and the federal Ministry of Economy was tasked to hand out this money, and it took an incredibly long time before they had established the process and paid out the money. So people were promised to get money in November, and they waited in some regions until March before they received money. Yet they had to pay their regular taxes in January. And this is because the tax levying is still the job of regional finance
departments, and so there was no communication. And for me, this is a very good example that at least in a country like Germany, where we have long established institutions of decentralization, it is not so easy to re-centralize individual tasks because it creates more problems of coordination than we had before. Je crois que M. Fournel a une réaction que j'imagine. Dans un régime aussi jacobin et centralisé que la France, pour le coup, l'administration des finances publiques a été chargée de délivrer les aides aux petites et moyennes entreprises. Et à vrai dire, on l'a fait en 15 jours. On a, le 16 mars, on appuyait sur le confinement et début avril, les aides commençaient à être livrées et irriguer l'ensemble du territoire. On n'a pas changé de dispositif au cours de la crise. Après, là où je vous suis probablement, c'est que c'est toujours compliqué de changer de dispositif en cours de crise, voilà. Et objectivement, ça a très bien fonctionné. Et le retour que l'on a de toutes les entreprises, c'est que pour le coup, le ministère des Finances et d'une certaine manière la DGFiP avaient été, je dirais, très très présents, y compris d'ailleurs sur les sujets de taxes pour éventuellement différer des paiements, etc. Et que tant le système d'aide que le système de taxes étaient parfaitement adaptés à la crise. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse en déduire un modèle supérieur à l'autre. En tout cas, le modèle français pendant la crise a également bien fonctionné. Voilà, je crois que ça devait être dit. Je vais faire quelque chose qui ne se fait pas, qui est de parler en mon nom propre. Mais effectivement, l'observation, la France est un pays qui grogne beaucoup et qui se plaint souvent. Et effectivement, sur ce plan, il y a eu un très large consensus que les médias français ont reflété. Je me propose peut-être de donner la parole maintenant aux questions de la salle, s'il y en a. De transfert d'effectifs dans les territoires. C'est très intéressant de le coupler avec l'approche France Service. On essaie de réinstaurer tout un certain nombre de services offerts sur les points France Service partout sur le territoire. Peut-être fermer un certain nombre du coup de services installés dans le dur, dans des toutes petites villes en contrepartie, mais surtout derrière, d'essayer de déparisianiser les administrations centrales et d'envoyer des services un peu massifs, comme ça a pu être le cas à une époque. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, dans cette politique de déparisianisation, ce soit surtout le ministère de la Défense et Bercy qui étaient moteurs et qui aient accepté de jouer le jeu et d'envoyer réellement des services avec des effectifs conséquents dans ces villes. Et est-ce que, du coup, il y a des perspectives également pour d'autres ministères pour essayer d'accélérer cette tendance que vous avez lancée ? Alors, c'est difficile de parler pour autrui. Il faut leur poser la question. Ce qui est sûr, il y a une chose qui est vraie. Alors, d'abord, il y a le ministère de l'Intérieur qui commence à s'y mettre. Une chose est vraie, c'est que dans des maisons qui ont des processus assez structurés et une capacité d'abord et qui ont eu l'habitude, au fond, de revisiter leur processus, leur métier, qui ont un niveau aussi de numérisation, donc de capacité de travailler en réseau, ça me fait pas peur que j'ai un service support quelque part sur le territoire et qui viennent aider pour s'occuper du contrôle fiscal de gens qui sont à Paris. Ça ne me pose pas de problème parce que nos outils sont suffisamment développés pour faire ça. Donc il faut à la fois, je dirais, une bonne maturité sur l'ingénierie des process, comme on dit, une bonne maturité sur le numérique, et après, il y a effectivement des choses peut-être psychologiques à débloquer sur la présence. Il ne faut pas croire que ça soit totalement évident, même au sein d'une... Enfin, nous, on transfère 2500 emplois sur le territoire en 2-3 ans, donc c'est quand même assez massif, même à l'échelle d'une grosse organisation comme la DGFiP de 200 000 agents. Ça demande plein de travail sur qui c'est qu'on va y envoyer, est-ce que je vais avoir des problèmes d'attractivité là, comment je vais faire pour être sûr qu'à la fin, il y ait les personnes qui viennent, parce que je ne vais pas les forcer. Et donc, c'est pas si simple que ça. Mais je crois qu'il y a un degré de maturité, et puis après, il y a un déclic. Mais je ne vais pas désigner les prochains candidats, je m'élèverai au-dessus de ma condition. Une autre question dans la salle ? Peut-être la dernière pour qu'on prenne aussi les questions de nos internautes. Bonjour, je suis Oba Adou de la DGFiP, la direction du 75. Alors c'est
bien naturellement à mon directeur que je posais cette question. En fait, c'est comment vous gérez en fait cette inaptitude pour certains agents pour cette conduite enfin pour ce changement qui intervient dans cette nouvelle vision, en fait. Parce que vous êtes sans ignorer les remous, les contestations à l'intérieur de ce service-là et tout. Donc pour répondre peut-être pour répondre à la question organiser les ministères, comment vous entreprenez de gérer cet aspect-là? Ça, je vais être très bref parce que sinon ça nous entraînerait sur tout un champ social qui est loin du fédéralisme et du modèle français. Objectivement, il n'y a pas de solution miracle. C'est vrai que les sujets d'accompagnement des transformations et d'impact H sont absolument majeurs dans des organisations comme les nôtres, mais je suis sûr que du côté de Rolf, il y a les mêmes soucis et les mêmes enjeux en termes de capacité à faire monter à bord tout le monde dans ces transformations-là. Ça se fait par de la pédagogie, de la formation. On n'a pas été bon pendant la crise, il faut qu'on remonte, je dirais, sur la formation, ça n'a pas été simple. D'arriver également à remercier les agents sur ces sujets-là à un moment donné quand ils s'investissent. Et puis, naturellement, de faire en sorte d'expliquer encore pour que tout le monde se repositionne dans des nouveaux schémas. Mais c'est pas simple. Alors, il y a une dernière question qui s'adresse peut-être, désolé pour nos amis allemands, mais peut-être plus à nouveau à M. Fournel, en se recentrant sur un rôle conseil vis-à-vis du politique. N'y a-t-il pas un risque que les directions des finances publiques se heurtent à des oppositions des cabinets ministériels? Vous connaissez bien tous les univers, donc... Oui, non, parce que en réalité, enfin, quand on dit se recentrer sur un rôle de conseil, c'est pas uniquement vis-à-vis du politique, ça peut être vis-à-vis du politique local, mais c'est surtout en réalité une montée en gamme dans le recentrage stratégique des administrations. On est notamment les directions qui gèrent les taxes dans un pays ou les finances publiques. Elles ont un rôle qui est un rôle de service public, je dirais, comme dit le président de la République en France, jusqu'au dernier kilomètre. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il faut amener l'argent jusqu'à la collectivité, il faut aller chercher l'argent depuis les entreprises ou les particuliers, il faut le faire remonter, il faut que ça fonctionne bien et que tous les rouages fonctionnent bien. Que là-dedans, on ait un rôle qui soit un rôle pas seulement de process, mais également un rôle de conseil vis-à-vis de décideurs publics, mais de conseil technique, de conseil sur vous voulez prendre une décision, monsieur le maire, de construire une piscine, éventuellement je vous aide à construire le plan d'affaires qui verra, y compris les coûts de fonctionnement de la collectivité et ce que ça passe dans votre budget à horizon de 2 ans. Ça peut être ce type de conseil, et après c'est vous qui décidez. Moi je suis pas là pour décider à la place du politique local. Et donc de ce point de vue-là, je pense pas qu'il y ait de confusion des rôles. C'est plutôt une montée en gamme. En même temps qu'on gère des process et de la relation à l'usager, une montée en gamme sur du conseil parce qu'on a la capacité à le délivrer et dans des organisations, dans des sujets complexes, il est absolument nécessaire. Merci. Alors, on dit toujours qu'il faut être orienté client. Le client, c'est le contribuable et on va peut-être en parler maintenant en essayant d'être encore plus rapide et synthétique. Alors, il y a 2 sortes de clients. Il y a le très gros et il y a le petit. On va commencer par le très gros, la multinationale. Et on finira par Monsieur Tout-le-Monde, par moi-même, si vous le voulez bien. Donc, il y a eu, chacun ici connaît la réforme récente de la taxation des multinationales. Et on peut se poser la question, est-ce que vous avez été en Allemagne, en France, consulté, associé à cette réforme? Donc je vais peut-être donner la parole à votre homologue en Allemagne, s'il m'entend. J'ai mal à passer le rein, là. Oui. Yes, oui. Can you hear me? Vous m'entendez? Hello? Can you hear me? Oui, moi je vous entends. Yes, I can hear you. Est-ce que vous avez participé à la réflexion? Est-ce que vous avez été associé à l'élaboration de la réforme de la taxation des multinationales? Yes, generally spoken, increasing globalization and digitalization of the economy have allowed multinational
corporations to engage in aggressive tax planning, where they artificially lower their tax bases, shift their profits to lower tax jurisdictions, and force countries to engage in a harmful race to the bottom by outbidding each other with lower and lower tax rates in order to attract the tax revenue they urgently need. The ongoing digitalization of the economy also presents new challenges to our traditional understanding of taxation. This requires global solutions and international dialogue and close global cooperation in the area of tax policy. Cooperation in these areas goes far beyond OECD and G20 countries. In 2015, the OECD, with the support of the G20, presented recommendations for combating base erosion profit shifting, called BEPS. Overcoming the tax-related challenges of the digital economy was in this case a key element of the BEPS program. A steering group consisting of representatives from the participating countries is responsible for mediating and channeling the communication in this case. The chair of the steering group changes on a rotating basis. The German representative currently holds the chair and will hand it over at the end of the year. The inclusive framework that I'm talking about on BEPS was created in 2016 to implement these recommendations I already spoke about effectively, avoid conflicts between national tax systems and create uniform conditions for combating BEPS. At present, 140 jurisdictions are working together on an equal footing to implement the measures of the inclusive framework. In October 2018, our Finance Minister Olaf Scholz and his French counterpart, your Minister Bruno Le Maire, made a proposal on a global minimum taxation. The aim was to put an end to harmful tax competition between countries in a lasting way and inject new momentum into the ongoing discussion. As a result of these efforts, the inclusive framework on BEPS achieved a historic agreement, and this year on 1st of July to pursue a two-pillar approach, which in the meantime 134 jurisdictions have joined so far. The G20 finance ministers approved this result at their meeting on the 9th up to the 10th of July. In this year, this agreement is a historic step towards international tax fairness and a milestone for multilateral cooperation in the area of taxation. This approach, Pillar 1, is about reallocating rights to collect tax from world's largest and most profitable digital corporations and companies. And Pillar 2 aims to create a global minimum tax that will address the remaining BEPS risks on a long-term basis and end the harmful race to the bottom once and for all. So far, the participating countries have agreed on a global minimum effective tax of at least 15%. How was this organized, and what was the role of the tax departments and the federal and the Länder in Germany? You are interested? Yes? Okay,
On va peut-être donner la parole à votre homologue français, puisque je rappelais que notamment vous avez lutté contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, que vous étiez à la tête de la douane, et donc les fraudeurs, ça vous connaît. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'effectivement il ne faut pas une coopération internationale entre les services fiscaux pour détecter les fraudeurs? Autrement dit, est-ce qu'on va vers une sorte de DGFIP international? Oui, ouais, il y a deux choses vraiment différentes. Rolf l'a dit, il y a tout l'aspect de poser un cadre de fiscalité internationale face à des modèles économiques qui n'étaient pas correctement appréhendés fiscalement dans nos cadres actuels. Et donc, on avait une difficulté que je pense les équipes de l'administration fiscale allemande, comme mes équipes à moi et comme celles d'autres pays, c'était comment est-ce qu'on saisit la valeur qui est créée sur notre territoire avec nos usagers d'Internet, nos web surfeurs, et qui, d'une certaine manière, nous échappe parce qu'elle part par des mécanismes plus ou moins sophistiqués, mais elle part ailleurs. Bien sûr, on a tout un arsenal pour essayer de cantonner ça, mais objectivement, les règles n'étaient pas totalement simples. Donc toute la démarche G20, OCDE, c'est une démarche d'arriver à poser un cadre qui assure un minimum de taxation d'un côté, et puis deux, et puis d'autre part, assure une redistribution de ce qu'on appelle la part de surprofit, etc. Et on espère bien qu'on va arriver à mettre ça en place. On a déjà anticipé en France, puisqu'on a mis la taxe sur les services numériques en place depuis l'été 2019, et on n'est pas les seuls d'ailleurs à avoir fait cette démarche-là un peu en anticipation, parce que, je dirais, c'était pas de la fraude, mais enfin, ça pouvait l'être éventuellement, même si on le contestait, mais dans un certain nombre de cas, c'était simplement que la base législative pour appréhender ces flux financiers-là n'existait pas, et donc on était contraint de mettre en place un dispositif qui fonctionne et qui produit environ 300 millions d'euros de revenus par an. Mais au-delà de ça, je dirais la fiscalité aujourd'hui, vous parlez d'une DGFIP internationale, je ne suis pas sûr que ça soit le modèle, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que les échanges entre pays augmentent, que ce soit sur ces sujets-là, et par essence, une fiscalité, une base fiscale sur des multinationales communes, elle va obliger à des échanges plus fréquents, à un partage de l'information avec les multinationales et entre pays. Mais quand on parle du e-commerce, on a déjà, y compris au niveau communautaire, on a déjà mis en place des choses pour avoir un guichet unique et répartir les revenus TVA qui arrivent par les flux de e-commerce. Et ça, il y avait un modèle un peu réduit qui est en train de s'étendre. Et même dans la relation qu'on a avec les entreprises, pour sécuriser la fiscalité, on est de plus en plus, y compris d'ailleurs, il y a des expérimentations au sein de l'OCDE, il y avait des accords préalables sur les prix de transfert qui existaient, mais qui étaient plutôt bilatéraux. Et on est en train de passer, sous l'égide OCDE, à des accords multilatéraux pour sécuriser les prix de transfert à plusieurs pays. On a commencé à le faire. La France est partie prenante de ces expérimentations avec les États-Unis, avec d'autres pays. Et c'est extrêmement important parce qu'effectivement, on est en train de construire petit à petit les bases de règles fiscales internationales un peu plus partagées, plus inclusives et moins stricto sensu nationales telles qu'elles existaient, parce que naturellement, la fiscalité, c'est bien sûr une prérogative des États au départ. Merci. Monsieur Milbrat? I would like to add something from the German perspective, because the international agreement concerns the income tax and the corporation tax. Internally, you need the consent of the states, because the taxes are shared taxes between the federation and the state. Therefore, in the end, you need a consensus internally. I think that is quite easy because everybody is interested to get more money, and therefore there will not be some problems in Germany, but that is the difference. You are able to do it. The other thing which often is confused with federalism is whether you have a government which has a majority in parliament by one party, or if you have a coalition government. So some problems in Germany which were mentioned had
something to do with the coalition government. For instance, the difference between finance minister and economics minister because of the election. The finance minister do not want it to do this via the tax offices. And it was if the solution would be tax offices, it's quite easy because you have all the data, and therefore, because the other minister who was from the other party wanted to have success, he needed a new structure to get information, and at the end transfer money to the tax to the businesses. So something is different, not only concerning federalism. I think the method how you govern with your constitution is very different from a lot of European countries where you have always to find not only compromises vertically but horizontally because of different parties. Merci, je ne sais pas si c'était un hommage indirect. Pour revenir aux inconvénients. Voilà, on va dire comme ça. Pour passer des très gros aux tout petits, et nous finirons, si vous voulez bien, cette heure là-dessus. Le contribuable de base, en Allemagne comme en France, eh bien, je pense, est de plus en plus, et c'est heureux, considéré. Écoutez, il a le droit à l'erreur. On peut considérer qu'il est de bonne foi. Et pour poursuivre ce qui était dit ce matin par les deux secrétaires généraux, la française et le belge, l'administration n'a pas à transférer sa complexité, à imposer sa complexité aux usagers. L'usager elle doit le régler elle-même, ses complexités, avant de s'adresser à l'usager. Et je voudrais savoir, alors donc, avec le témoignage de M. Fournel et puis de son homologue allemand, de quelle façon, en fait, il y a du bottom-up, de quelle façon les réflexions, les manifestations des usagers sont intégrées de plus en plus rapidement, peut-être, dans une fiscalité moderne ? Aujourd'hui, objectivement, on ne conçoit plus la mise en place, par exemple, d'une nouvelle application ou d'une nouvelle interface avec des usagers sans les consulter. Je dirais, chaque fois que l'on met en place quelque chose, on a un groupe quali qui se monte, on fait des tests sur l'ergonomie de l'application, et pas seulement d'ailleurs sur des applications, on met en place une réforme de la fiscalité sur tel ou tel sujet, le prélèvement à la source, ou même une baisse de la fiscalité. Derrière, moi, je fais des sondages pour savoir comment ça a été perçu, comment ça a été reçu. Donc, et on intègre dans nos process, ça maintenant, enfin, c'est majeur, systématique, et je dirais, j'ai des équipes dédiées à ça, à cette visualisation de la façon dont l'usager va appréhender ce que l'on fait, des retours que l'on a. Naturellement, ça intéresse aussi le politique de savoir si telle ou telle réforme fiscale qu'il a lancée, fait voter, etc., est bien reçue ou pas. Mais globalement, on fait ça tout le temps. Et ça, c'est effectivement une grosse différence. Ce qui est en train de se passer, c'est un deuxième étage qui est pour le coup plus nouveau et qui est encore en je dirais, diffusion, c'est d'arriver à irriguer, notamment dans des réseaux avec beaucoup de structures et beaucoup d'agents, cette vision-là de l'usager à un niveau très fin. Il y a un programme notamment porté par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique, qui s'appelle Vox Usager, où en réalité les usagers, en temps réel ou juste après un rendez-vous, ils disent « Ok, j'ai été content, non, ça n'a pas marché, pourquoi ?» Et c'est les agents du service lui-même qui répondent à cet usager. C'est encore expérimental, mais c'est en train de se déployer. Et ça, je dirais, c'est un peu essayer d'irriguer la totalité je dirais, d'une maison aussi grande que la DGFiP par cette culture-là, qui objectivement a fait d'énormes progrès dans les dernières années et dont on voit les résultats, parce que les usagers, ils nous l'ont dit pendant la crise, ils nous le disaient avant, mais nos ratings, si je puis dire, de satisfaction, de qualité de service sont à 84, 90, 93%, suivant ce qu'on regarde, et ils ont encore progressé pendant la crise. Donc on est vraiment sur des niveaux de satisfaction qui sont très élevés et qui d'ailleurs aident, y compris de mon point de vue, les agents à se situer, y compris par rapport aux transformations, parce que si, in fine, elles sont acceptées par les usagers et vues comme bénéfiques, on est un service public, on est là d'une certaine manière pour que les usagers soient contents du service que l'on fournit. Si ils sont contents, c'est probablement que les transformations en cours ne sont pas si mauvaises que ça. Oui, c'est une petite révolution copernicienne, comme nous le disait
le secrétaire général belge, avec le système d'ailleurs Copernic, qu'il a mis en place et qui était une allusion à cela. Je pense qu'en Allemagne, Monsieur Mollenbrock, vous devez à peu près vivre la même chose avec le même retour et le même sentiment de satisfaction du contribuable. Là, il y a peut-être très très peu de différence entre nos deux pays. Yes. Yeah, you're completely right. It's nearly the same, and for us, it's even of great importance to involve taxpayers and stakeholders and the lender in our decisions in a very transparent way in order to bring it to more efficient taxation and even to lower compliance costs. These stakeholders are included in our decision processes in various steps, even in the legislative process, and also in general executive measures, such as, for example, administrative orders in the following ways. And a political debate and a form of dialogue with academics and researchers. And last, by consultation, by sort of consultation process in relation to draft primary and secondary legislation we have in Germany, and in the parliamentary process and decisions. In the public administration's everyday's work, there are also similar participation processes, both regular and even ad hoc at all levels, including, for example, decisions with tax professionals about issues of relevance for their work. The expectations and experiences of users are actively taken into consideration when, for example, developing forms or e-government tools or IT solutions, as you mentioned. For example, an IT discussion group was set up for the topic of digital taxation procedures, which includes the Tax Directorate General, which are my departments, industry associations, and representatives of the business community. The aim is merci monsieur Mollenbrock. Il est heureux de voir que, quel que soit le modèle, puisqu'on fait des comparaisons internationales, with the affected parties. Thank you. Oui, désolé. Il est heureux de voir que, quel que soit le modèle fédéral ou plus unitaire, de chaque côté du Rhin, au moins les clients, les contribuables sont de plus en plus satisfaits. C'est bien de finir sur une bonne nouvelle.